Bonjour et bienvenue. Bienvenue pour cette conférence introduction à Derek Jarman et son cinéma par Didier Rodbettoni, que nous remercions d'avoir accepté notre invitation. Didier est journaliste, écrivain, programmateur aussi. On travaille ensemble là, sur une programmation qu'on vous présentera au mois de janvier sur le cinéma militant homosexuel. On a travaillé justement tout à l'heure dessus. Donc Didier, spécialiste du cinéma et notamment du cinéma aussi homosexuel, avec une encyclopédie de l'homosexualité au cinéma qui est un ouvrage de référence, un dernier ouvrage qui est Les années SIDA, et donc également le seul livre français consacré à Derek Jarman. Donc Didier, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous prêter tes lumières pour aller un peu plus loin dans l'œuvre de Derek Jarman, puisque nous consacrons une rétrospective à Derek Jarman, qui est un cinéaste assez méconnu en France, pas en Grande-Bretagne, mais qui reste un cinéaste aussi fondamental que singulier. Et je te laisse la parole tout de suite. Merci beaucoup. Merci Franck, merci à la Cinémathèque pas tant de m'accueillir que de programmer cette rétrospective consacrée à Derek Jarman. C'est une belle initiative, je trouve, de montrer ou remontrer, pour certains d'entre eux, voire montrer pour la première fois certains de ces films rares et riches que constitue l'œuvre de Jarman. Œuvre, effectivement, comme tu le disais, méconnue en France, d'abord parce que beaucoup de ces films ne sont pas sortis en France, parce que jusqu'à une période très récente, ils n'existaient pas ou quasiment pas en DVD, et que là, il y a eu aussi un travail de réédition et de remasterisation en DVD il y a quelques mois de 4 de ces films. Donc voilà, il y a une forme de remise à l'honneur d'un cinéaste qui est mort il y a 23 ans maintenant, qui est un cinéaste tout à fait reconnu en Grande-Bretagne, puisqu'il y a plusieurs documentaires qui lui ont été consacrés, que plusieurs grandes expositions, plusieurs grandes rétrospectives lui ont été également consacrées, mais qui, effectivement, ici, reste tout à fait à part et méconnu. Singulier, oui, tu as utilisé le mot, Franck. Je pense que c'est un mot qui lui correspond bien, parce que c'est un cinéaste qui ne ressemble à pas beaucoup d'autres. J'espère avoir l'occasion de vous le dire pendant ce moment, ces 40 minutes à peu près qu'on va pouvoir passer ensemble, que c'est un cinéaste qui a cette caractéristique d'être en dehors de tous les mouvements cinématographiques et en même temps d'être le réceptacle de beaucoup de ces mouvements cinématographiques, mais aussi artistiques au sens plus large et même politique, puisqu'il a cette singularité, pour revenir à ce mot, d'être, il n'y en a pas tant que ça dans l'histoire du cinéma, d'être à la fois un cinéaste militant, engagé, un cinéaste dont les films portent un discours, une volonté, un engagement à tout point de vue, vous le verrez, enfin, on aura l'occasion d'en reparler, et aussi un cinéaste de la recherche esthétique et visuelle. Ils ne sont pas si nombreux que ça, les réalisateurs qui ont réussi à avoir ces deux dimensions-là, cette dimension artistique, cette dimension politique, conjointe en permanence dans leur travail. Et c'est ce qui le rend si particulier et si cher, moi, à mon cœur de cinéphile et de militant par ailleurs, et qui fait que j'ai eu envie de lui consacrer un livre en partant de son premier film que vous aurez peut-être envie de voir dans la foulée, Sébastien, qui passe à 19h, c'est ça, ici même. Donc j'aurai l'occasion de vous en dire un peu plus sur ce film-là tout à l'heure, si vous restez, qui est un film qui est son premier long métrage, un péplum très particulier en latin,
le premier péplum, le seul film en latin de toute l'histoire du cinéma, intégralement en latin. Et un péplum, qui est un genre qui attire souvent des débauches de moyens financiers, là tourné avec un budget ridicule. Donc c'est un péplum très particulier et original, et ce n'est pas les deux seules raisons. Là aussi, on aura l'occasion d'y revenir. J'ai intitulé cette rencontre, cette introduction à l'œuvre de Jarman, l'art queer de Derek Jarman. Le mot queer est aujourd'hui un mot qui est, je ne vais pas dire entré dans le langage commun, mais qui est entré dans une forme de langage pour parler d'une forme de transgression des identités sexuelles, des identités de genre. Or, Derek Jarman, le queer, il dépasse cette question, même si c'est un cinéaste très pertinent, engagé et présent sur la question de l'homosexualité et de ses représentations. C'est un cinéaste qui dépasse évidemment cette question-là du genre et de l'identité sexuelle, mais qui transgresse aussi les genres cinématographiques et même les différentes disciplines artistiques et même la frontière entre l'artistique et le politique, je le disais tout à l'heure. C'est pour ça que je trouve que le mot queer s'applique parfaitement à lui, même s'il ne le résume pas, mais c'est un mot qui lui correspond bien à différents niveaux. L'art queer de Derek Jarman, c'est ça, c'est cet art qui est à la confluence, à la rencontre, au dépassement de toutes ces questions de genre et de toutes ces questions tout ce qu'on peut considérer comme établi une fois pour toutes. Jarman, il a cette capacité-là, dès ses premiers pas dans le cinéma et dès ses premières activités artistiques, de dépasser les cadres établis. Alors, pour vous situer le personnage, Derek Jarman, je disais, c'est un cinéaste, un artiste qui est à la fois un militant et quelqu'un qui va faire dans tout son cinéma des recherches esthétiques, des recherches visuelles, des recherches narratives, qui va travailler dans les marges économiques, mais aussi dans les marges du cinéma, de la production traditionnelle. C'est vraiment quelqu'un qui va travailler dans le cinéma d'avant-garde, le cinéma expérimental, le cinéma underground, on l'appelle comme on veut, qui va travailler dans ces zones-là. C'est quelqu'un qui vient à l'origine des arts plastiques. Il a fait des études d'art, des études de peinture, et il va être repéré par un des grands cinéastes transgressifs anglais des années 60-70, Ken Russell, qui l'engage sur certains de ses spectacles, d'abord au théâtre, pour faire les décors et la scénographie de ses spectacles, et puis sur deux de ses films, Le Messie sauvage et surtout Les Diables, dont Derek Jarman fait les décors et là aussi la scénographie. Et c'est avec cette rencontre avec Ken Russell que Jarman, qui était jusque-là un plasticien et un peintre surtout, va découvrir l'instrument cinéma. Et à partir de là, il va faire toute une série de courts-métrages expérimentaux. Il va en faire au fil de sa carrière, entre ses premiers films qui datent du début des années 70 jusqu'à sa mort en 1994. Il va en faire plus de 60. Là, c'est une image extraite d'un de ses films qui s'appelle In the Shadow of the Sun, qui va tourner de façon très fragmentée entre 1974 et 1980. Et quand je disais tout à l'heure que c'était un cinéaste qui transgressait toutes les disciplines, il transgresse aussi les techniques de tournage, comment le mot m'échappe, les supports cinématographiques. Il va tourner en Super 8, il va tourner en 16, il va tourner en 35, il va tourner en vidéo, il va faire des clips pour des musiciens, il va faire beaucoup de clips musicaux parce qu'il est très imprégné de musique, il va faire suivre des tournées aussi de groupes dans ces années 70-80. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est au confluent de toute cette scène culturelle qui agite l'Angleterre du début des années 70. Et donc là, dans cette première période, il tourne
beaucoup de courts-métrages en Super 8 et en 16, sonorisés, avec beaucoup de travail musical. Il va aller chercher certains des compositeurs et des artistes musicaux les plus en vue de l'époque, les plus émergents de l'époque. Il va beaucoup travailler avec Brian Eno notamment, et c'est Brian Eno qui va faire la bande son, la bande musicale de Sébastien, le film que vous verrez tout à l'heure. Et donc il y a ce contraste. Jarman va travailler toujours dans toute sa carrière, dans tous ses films, sur l'idée d'anachronisme. Et donc dans beaucoup de ces films, des choses qui sont totalement en dehors du temps de l'action interviennent. Ça peut être des éléments de costume, des éléments de décor, ça peut être des personnages qui viennent du futur ou du passé. Et dans Sébastien, cet anachronisme, il apparaît par petites touches, vous verrez dans le film visuel, mais c'est surtout au niveau du travail sur la dichotomie entre cette image d'une antiquité romaine et la musique électronique de Brian Eno. Cette distorsion-là, elle va en permanence intéresser Jarman, parce que c'est aussi une façon de dire, cette introduction de choses qui viennent d'autres périodes que celle de l'action qui est projetée, d'une sorte de permanence des choses, d'une sorte de le passé et le présent sont liés par des fils, par des idées, par des combats. Et le premier combat qui va être le sien, dès Sébastien, donc son premier long-métrage en 1976, ça va être le fait le combat pour non pas la reconnaissance des homosexuels, non pas le combat pour imposer des images des homosexuels à l'écran. C'est un combat qui était très largement en cours à l'époque, mais pour imposer une lecture transgressive et alternative à l'histoire officielle. L'histoire officielle qui est celle de dire que les grands personnages de l'histoire, quels qu'ils soient, personnages historiques, peintres, personnages de légende, sont tous hétérosexuels. Globalement, quand on rencontre les personnages historiques dans les livres d'histoire, dans le récit officiel, tous les personnages, tout le monde a toujours été officiellement hétérosexuel. Et Jarman, un de ses grands combats, ça va être de dire qu'il y a un certain nombre de gens dans l'histoire, des artistes comme le Caravage, sur lequel il tournera un film, des rois comme Édouard II d'Angleterre, des philosophes comme Wittgenstein, tous ces personnages, dont des musiciens comme Benjamin Britten, des auteurs dramatiques comme Christopher Marlowe ou Shakespeare, dont l'homosexualité soit n'a jamais été dite, soit a été contestée, soit a été cachée, soit a été occultée, tous ces personnages-là, il va falloir proposer une vision autre, une vision ré-homosexualisée de l'histoire, une ré-homosexualisation de l'histoire de ces personnages et de l'histoire tout court. Et il le fait de façon assez singulière pour son premier long métrage, Sébastien. Il le fait de façon très particulière avec ce premier film, puisque Sébastien, c'est l'histoire revue et visitée et revisitée de Saint Sébastien. Saint Sébastien, martyr chrétien, favori dans un premier temps de l'empereur Dioclétien, qui est banni de la cour, envoyé en garnison dans une province lointaine en raison de sa foi chrétienne, et qui va être conduit au martyre. On le lapide de flèches pour le faire expier, c'est son martyre, en raison de sa foi. Or, Derek Jarman va proposer une autre lecture de cette histoire, sachant qu'entre-temps, dans l'intervalle, entre le martyre de Saint-Sébastien au début de l'ère chrétienne et le moment où Derek Jarman réalise son film, Saint-Sébastien est devenu un des thèmes favoris de la peinture classique. Thème favori réapproprié par les spectateurs homosexuels de ces tableaux classiques, qui voient en Saint-Sébastien l'un des très rares
éphèbes dénudés des tableaux religieux. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Il y a Saint Jean-Baptiste et Saint Sébastien qui sont à peu près les deux seuls jeunes hommes dénudés de la peinture classique. Donc les spectateurs, les amateurs de peinture homosexuelle se réapproprient cette image et en font une icône, Saint Sébastien devenant une sorte d'icône gay à son corps défendant et quelquefois, pas toujours, au corps défendant des peintres qui l'ont représenté à travers le temps. Et Derek Jarman décide d'assumer frontalement, aux yeux du monde, cette dimension homo-érotique, cette dimension totalement révolutionnaire finalement du martyre de Saint-Sébastien, en faisant de Saint-Sébastien non pas un martyr en raison de sa foi chrétienne, comme c'est le cas dans la théologie, mais en raison du désir qu'il provoque chez les autres hommes de la garnison dans laquelle il est exilé. Ce qui fait qu'à la fin du film, vous le verrez, enfin, pendant même tout le déroulement du film, on se demande, on fait plus que se demander d'ailleurs, ce qui motive la raison pour laquelle Saint-Sébastien va être conduit au martyre. Est-ce parce qu'il a transgressé la religion officielle de l'Empire romain et la foi de l'empereur, ou est-ce parce qu'il a transgressé et obligé surtout les autres militaires de cette garnison de Sardaigne transgresser leur désir officiel, là aussi, qui serait un désir hétéro par rapport à ce que Derek Jarman va vouloir démontrer. Toujours une autre image de Sébastien, qui est un film, juste pour en dire encore deux mots, je m'y étendrai plus longuement tout à l'heure, est un film qui se déroule à 80% dans les extérieurs de la Sardaigne, ces extérieurs brûlés de soleil que vous avez vus dans l'image précédente, sauf dans la première séquence quasiment, qui est une séquence dans ce qui est censé être le palais de l'empereur Dioclétien, qui est en fait un hangar dans lequel Derek Jarman et ses décorateurs ont tendu 4 bouts de tissu et ont fait venir à peu près tout ce que la scène londonienne, underground, artistique, comptait de personnalités, de danseurs, de chorégraphes, de dramaturges, de musiciens, et qui se retrouvent là dans une scène orgiaque, qui n'est pas sans rappeler d'autres scènes orgiaques et à connotation très fortement gay, comme je pense notamment ces sexes brandis me font irrésistiblement penser toujours aux Fireworks de Kenneth Anger, 30 ans plus tôt. Je trouve qu'il y a une parenté esthétique entre ces deux images. Je le disais tout à l'heure, Derek Jarman va avoir cette volonté, il le fait donc avec Sébastien, de réhomosexualiser l'histoire. C'est une des dimensions de son cinéma, une dimension presque patrimoniale, ou en tout cas de nouvelles écritures du patrimoine culturel et historique. Il va le faire beaucoup avec ce film, qui sera son film peut-être le plus célèbre, puisqu'il va être couronné à Berlin de plusieurs prix en 1986, Caravaggio, une biographie singulière, là encore, du peintre de Caravage, dans laquelle Jarman va utiliser sa connaissance de l'art pictural, de l'histoire de la peinture, pour faire de son film une suite de tableaux inspirés du Caravage, chacune des séquences du film prenant pour point de départ un tableau du Caravage, et chacune étant éclairée toujours comme le Caravage éclairait les personnages dans ses tableaux, avec la lumière venant d'un seul côté, systématiquement toujours le même. Et donc, le film est intégralement sous cette forme-là. C'est une forme de tableau, de succession de tableaux qui raconte l'histoire du Caravage toujours à partir des tableaux. Et cette histoire-là, elle est très transgressive parce que non seulement
Jarman affirme plutôt l'homosexualité longtemps niée du Caravage, l'homosexualité d'un des grands peintres de la Renaissance et des prélats et des papes de la Renaissance, mais aussi il fait cette chose que la hiérarchie religieuse, et c'est présent dans le film, lui reprochait beaucoup à l'époque. C'est une autre forme de transgression de Jarman dans ce film, en montrant très crûment à quel point le Caravage, dont tous les mécènes, tous les commanditaires étaient l'Église, les représentants des pouvoirs religieux qui lui demandaient de représenter des scènes religieuses, étaient des gens venus des bas-fonds. Ses amants, des petits voleurs minables, des putains des rues de Rome. Et c'était ça les modèles du Caravage, les modèles des saints et les modèles de la Vierge dans les tableaux du Caravage, c'était ça. Et Jarman le montre, or c'est des choses qui étaient à l'époque encore bannies de l'histoire officielle de la peinture. Je vous propose de voir la bande-annonce de Caravaggio. Je ne sais pas si vous l'avez passé ou si vous le passez dans le cadre de la rétrospective Jarman. Bon, ben voilà, vous aurez un petit avant-goût. Allow me to introduce the hero of the hour, Michelangelo Caravaggio. Ranocchio! Achille, you're blind. I did it for you. Blood brothers. You're in love with him. With his money. You're in love with him. Princess. What more do you want? Much more than you can imagine. And, Michele, I must advise you that these slanders against my personal life must stop. That, of course, is heresy. And the knife is illegal. Casso! Ce ne sera pas le seul personnage historique auquel Jarman va consacrer un film pour rétablir une forme de vérité. Je pense à ce film que peut-être moi mon préféré de Jarman, hein, ou des deux ou trois que je préfère, Édouard II, qui est une adaptation de la pièce de Christopher Marlowe, Christopher Marlowe étant le rival de Shakespeare, pour faire très bref, hein, l'autre grand dramaturge élisabétain, et qui est consacré à Édouard II d'Angleterre, roi, détrôné au XIVe siècle par son épouse et l'armée et les nobles britanniques, officiellement parce que c'était un très mauvais roi, et officieusement, et c'est ce que Jarman montre de façon très frontale en tirant jusqu'à l'extrême la pièce de Christopher Marlowe, en raison de son homosexualité et en raison du fait que Édouard II non seulement avait établi au poste de pouvoir au détriment des nobles établis, avait établi son propre favori, le jeune Gaveston, quasiment à la tête du royaume. À un moment donné, le roi part
en guerre et il confie la régence à Gaveston, qui était juste, à l'origine, un tout petit nobliau, qui n'avait pas du tout les titres de noblesse des autres, enfin des grands de la cour, et donc provoque une jalousie. Et surtout, au-delà de cette jalousie-là, la volonté d'Édouard II, à aucun moment, de se débarrasser de cet amant qu'il a amené aux portes du pouvoir, comme tous les rois ont amené, beaucoup de rois ont amené leur maîtresse aux portes du pouvoir sans que sa porte pose problème. Là, le fait que Gaveston soit un homme et que Édouard II cherche à l'imposer pose un véritable problème à l'armée, aux nobles, aux institutions, à l'Église, et que toutes ces puissances-là vont se liguer contre le roi pour le détrôner et pour l'amener à la mort de la façon la plus ignominieuse qui soit, qui est le fait de l'empaler sur un fer rouge, puni par là où il a péché. Et ça, tout cela, cette dimension-là, très politique finalement, du film, qui montre, en jouant sur cette idée d'anachronisme que je signalais tout à l'heure, puisque l'histoire se passe au XIVe siècle, et pour l'essentiel, on est dans un décorum du XIVe siècle. Pour l'essentiel, on retrouve des éléments historiques, mais le film est parsemé de façon musicale, notamment. Annie Lennox intervient pour chanter une chanson de Cole Porter, enfin, genre des choses tout à fait étranges dans le film. Historiquement, des personnages ont des costumes d'aujourd'hui, mais l'anachronisme le plus flagrant, c'est qu'au moment où toute la noblesse, où toutes les puissances se liguent contre le roi et son amant, les seuls qui viennent défendre Édouard II, ce sont des militants de ce qui était l'équivalent d'ACT UP en Grande-Bretagne à l'époque, une association qui s'appelait Outrage, qui s'appelle toujours d'ailleurs Outrage, qui sont donc des militants de la lutte contre le sida. Et donc apparaissent comme les représentants du peuple ou les représentants qui viennent défendre le roi contre les puissants, les militants de la lutte contre le sida. Donc c'est une façon d'inscrire l'histoire de l'homophobie sur une longue période, de dire que l'homophobie à laquelle faisait face Édouard II il y a 7 siècles, 8 siècles, est toujours la même, est toujours active en 1991 quand il réalise son film. Je vous propose de voir, là je ne crois pas que vous le passiez, Édouard de Franck, non. Donc je vous propose de voir là aussi la bande-annonce du film. Come, Gaveston, and share this kingdom with thy dearest friend. In 1593, Christopher Marlowe wrote one of the jewels of the Elizabethan theater. In 1992, the acclaimed director Derek Jarman brings to the screen an Edward II like you've never seen before. For now, my lord the king regards me not, but dotes upon the love of Gaveston. Is it not queer that he is thus bewitched? Oh, wicked king, accursed Gaveston. Do you not wish that Gaveston were dead? Edward II. The extraordinary new movie by the director of The Tempest and Caravaggio. Libels are cast against him in the street. Ballads and rhymes made of his overthrow. Starring Tilda Swinton, winner of the Best Actress Award at the Venice Film Festival.
Derek Jarman's film of Christopher Marlowe's Edward II. J'aurais pu parler aussi dans cette façon de revisiter, réécrire, relire, reconstituer, réinventer, redonner sa vérité à l'histoire, la façon dont Derek Jarman utilise War Requiem, l'œuvre de Benjamin Britten, le grand musicien anglais du XXe siècle, pour en faire à la fois une œuvre très opposée à la guerre, puisque c'est une œuvre contre la Première Guerre mondiale, enfin dénonçant les horreurs de la Première Guerre mondiale. Évidemment, Jarman rejoint cette histoire, mais aussi pour affirmer ce qui était un secret de polichinelle dans l'Angleterre du XXe siècle, mais qui pourtant n'était jamais dit, c'est que Benjamin Britten, le plus grand artiste, le plus grand musicien de cette période, le musicien officiel de l'Angleterre du XXe siècle, était gay, et que personne ne le disait, et que quand il est mort, la reine d'Angleterre a reçu celui qui était son compagnon d'une vie, l'a salué, mais tout cela est resté complètement dans l'ombre. On ne pouvait pas dire que Britten, l'honneur de l'Angleterre, l'image de l'Angleterre artistique, était gay. Et donc Jarman, là encore, transgresse cette vérité historique-là. J'aurais pu, pour rester dans cette veine-là, mais je ne vais pas m'attarder trop sur cette veine parce que ce n'est pas la seule qui est intéressante chez Jarman, dire aussi qu'il est celui qui revisite Shakespeare. Et là encore, redonne à Shakespeare cette dimension-là qui lui a été déniée. Vous savez que les sonnets de Shakespeare, il y en a environ 170, je crois. Il y en a sur les 170, il y en a 25, dont la destination, qui sont des sonnets amoureux, la destination est très clairement à destination d'un homme. Or, c'est contesté en permanence par des exégètes de l'œuvre de Shakespeare, c'est en permanence dénié. Or, là encore, Jarman, en faisant ce film, The Angelic Conversation, affirme, et je crois qu'après avoir vu ce film-là, ce film qui joue, là encore, sur la distorsion entre ce que l'on voit à l'image et ce que la bande-son laisse entendre. La bande-son, ce sont les sonnets de Shakespeare dits par Judi Dench, la grande actrice anglaise. Et ce qu'on voit à l'image, ce sont deux jeunes hommes qui s'aiment. Et cet accord-là, qui n'avait rien, qui n'aurait rien d'évident a priori, quand on le voit, le choc est tellement puissant, enfin, l'évidence saute tellement aux yeux qu'il est quasi impossible, après avoir vu ce film, de dénier à ces sonnets shakespeariens leur dimension homosexuelle. Donc toujours cette volonté-là de réinscrire dans l'histoire des dimensions oubliées, ou négligées, ou refusées, ou niées. On peut choisir tous les termes que l'on veut. Il y a d'autres dimensions, j'espère que je ne suis pas trop long, ça va, encore 10 minutes. Dans les autres dimensions de l'œuvre de Jarman, je le disais, il y a une dimension très politique et presque prophétique par moments. Le film dont vous voyez une image là, je crois qu'il est passé hier ou avant-hier ici, Jubilé, c'est un film très étrange. Là encore, je parlais des confrontations, des différents temps dans les films de Jarman. C'est l'histoire de la reine Élisabeth Ier qui vient du passé pour visiter l'Angleterre des années 70 et qui se retrouve
confronté à, des années 70 ou plus tard, parce que c'est une sorte de dystopie le film, qui se retrouve confronté à une Angleterre en pleine crise, et même en pleine crise de nerfs, et en pleine crise économique, et en pleine guerre civile, dans laquelle règnent des groupes anarchistes et des groupes punk. Et le film est considéré à juste titre comme l'étendard cinématographique du mouvement punk. C'est-à-dire que Jarman réussit, en faisant intervenir notamment des musiciens dans le film, notamment à la fois dans la bande-son, mais aussi parmi les acteurs, à capter l'esprit du punk de cette époque-là, cet esprit à la fois contestataire, révolutionnaire, mais au-delà de ça, cet esprit presque nihiliste par moment, et qui permet de faire exploser les carcans de la société anglaise. Et pourtant, il le fait en faisant un film extrêmement de cette période-là, certainement peut-être le film le plus emblématique de cette période-là et de ce mouvement-là, et pourtant sans être dupe des impasses de ce mouvement, parce que le film se termine sur le fait que tous ces punks qui contestent leur aide rétablie, à un moment donné, très vite, sont récupérés par le système, et notamment par l'industrie musicale, et ces groupes, voilà, parmi lesquels on peut reconnaître les Sex Pistols ou d'autres, finalement se vendent très vite leur âme. Et le film raconte ça de façon presque prémonitoire par rapport à ce qui va arriver quelques mois plus tard. Et voilà, donc c'est un film très important parce que c'est un film qui se situe à la lisière de différentes formes artistiques. Voilà, je disais tout à l'heure que Jarman y transgressait les formes artistiques, mais ce film-là en est vraiment un exemple parce que c'est un film autant expérimental dans sa forme qu'un film musical. La bande-son, le travail musical est extrêmement important. Allez, on a le temps, une minute de bande-annonce. You want to know my story, babe? It's easy. This is the generation who grew up and forgot to lead their lives. They were so busy watching my endless movie. As long as the music's loud enough, we won't hear the world falling apart. Avec ce film et avec d'autres,
Jarman se pose très directement dans la contre-culture, une sorte de porte-drapeau de la contre-culture. Ça fait partie des veines de son cinéma, les veines très également de recherche narrative, de recherche formelle, comme dans Last of England. Là aussi, je crois que vous l'avez passé, ou vous allez le passer, dans ce cadre-là. C'est un film tout à fait étonnant dans sa construction. Là, j'accélère, parce que j'ai bien compris que j'étais très en retard. Donc, Last of England, c'est un film très puissant politiquement, notamment contre Jarman est un cinéaste très engagé, pas seulement dans la lutte pour les droits des homosexuels, comme vous l'avez compris, mais également dans la lutte contre la politique thatchérienne. Il est vraiment l'un des grands porte-parole contre Thatcher des milieux artistiques dans les années 80. Il va se battre sur tous les fronts. Il s'oppose beaucoup à l'ultralibéralisme, il s'oppose aussi beaucoup à la puissance des médias. Il est vraiment sur beaucoup de fronts politiques, en plus des fronts artistiques. Et en 1986, il y a un nouveau front qui va s'ouvrir pour lui, qui est le front de la lutte contre le sida. Il découvre en 1986 qu'il est lui-même séropositif, et ça va devenir, pour les 8 ans qui lui restent à vivre, l'un des grands combats de sa vie, jusqu'à son dernier souffle et son dernier film, dont je vais vous dire 2 mots dans quelques instants. Et pour conjurer cette maladie, il va être à la fois un activiste, et il va utiliser le cinéma comme une forme d'activisme. Le cinéma va être pour lui une forme d'acte de résistance. Il ne va pas juste témoigner de son statut de séropositif ou de ce que peut être la lutte contre le sida. Il va créer des œuvres qui vont être des œuvres de combat et des œuvres d'affirmation de ce combat. Il y a ce film de 1990, The Garden, qui est un film magnifique esthétiquement. C'est un film qui travaille beaucoup aussi sur la dimension... D'abord sur la dimension esthétique, mais aussi sur la dimension mystique d'Eric Jarman. Et c'est un film qui porte le témoignage de ce qui va être l'un des grands actes d'artiste de Jarman, puisque en plus d'être cinéaste, d'être peintre, d'être plasticien, d'être tout ce qu'on veut, il va être, à partir du milieu des années 80, un jardinier génial. Il va acheter à la proximité d'une centrale nucléaire, c'est-à-dire l'un des endroits, pas forcément un endroit extrêmement glamour du sud de l'Angleterre, à Dungeness, un jardin en friche dont il va faire un lieu incroyable, un lieu incroyablement poétique et puissant, qui va être, dont chaque pierre, puisqu'il y a beaucoup on ne le voit pas très bien là, c'est une image de lui dans son jardin. C'est un jardin très... où il y a à la fois des fleurs mais beaucoup de pierres, et où chaque pierre chaque pierre des massifs est un souvenir de ses amis et de ses amants morts du sida. Il y a une forme de dimension très mémorielle dans cet acte du jardin qui est quelque chose qui demande du temps pour être créé, du temps pour exister, du temps pour fleurir, et Jarman, alors qu'il sait à l'époque qu'il va mourir, parce qu'à l'époque on meurt du sida de façon à relativement brève échéance quand on sait qu'on est séropositif, il n'y avait pas encore les traitements actuels à ce moment-là, il s'inscrit en même temps dans le temps long du jardin, de la création d'un jardin. Et c'est un lieu qu'on peut encore visiter. Le dernier compagnon de Jarman s'en occupe toujours et en fait un lieu vraiment magnifique. Voilà, si vous avez l'occasion d'aller en Angleterre, dans cette région du Kent, n'hésitez pas. C'est vraiment un lieu assez magique que ce jardin de Dungeness. Et puis donc, je vous le disais, le sida qui est très présent dans The Garden et surtout omniprésent dans le dernier film de Jarman, ce film qui fait, alors que le cytomégalovirus qui attaque sa vue, qui le rend aveugle, qui lui fait dire qu'il voit tout à travers un filtre bleu, et ce filtre devenant de plus en plus opaque,
à travers le temps et à travers les mois qui passent et qui le rapprochent de la mort, il trouve la puissance créatrice de tourner ce film. On est en 1994, quelques semaines avant sa mort, et en 1994, c'est un moment où les images du sida sont à la fois présentes dans les médias, mais où aussi un certain nombre de réalisateurs, d'artistes prennent en charge la propre image de leur corps malade ou de leur corps mourant. C'est ce que fait Hervé Guibert quelques années plus tôt quand il tourne ce documentaire La pudeur et l'impudeur, où il s'autofilme en train de mourir au fil des jours et des semaines. Et donc il y a une incarnation du sida par les artistes qui est extrêmement puissante à l'époque. Et Derek Jarman décide de ne pas donner ça à voir, qui était très important de voir des corps mourants. Mais Jarman, il fait l'inverse. Il donne non pas à voir, mais il donne à ressentir. Il donne à ressentir ce qu'un malade du sida voit, ou plutôt ne voit plus, pendant 75 minutes. Pendant 75 minutes, Blue, qui au départ, quand il y avait pensé au début, dans les années 80, était un projet autour du bleu d'Yves Klein. Donc, toujours ce travail sur la peinture, hein, cette permanence de l'intérêt pour la peinture, devient l'œuvre d'un cinéaste qui fait ressentir à ses spectateurs ce que lui, malade du sida mourant, ressent, voit. Et donc le film, c'est un écran bleu pendant 75 minutes, sur lequel on peut projeter tout ce qu'on veut, et pendant lequel plusieurs comédiens, et Jarman lui-même, lisent à la fois le journal d'hôpital de Jarman, mais aussi les poèmes de Derek Jarman. Il y a donc Jarman, il y a Nigel Terry, qui était un comédien anglais, qui est celui qui jouait le Caravage dans Caravaggio, et Tilda Swinton, la grande comédienne anglaise qui est la muse de Jarman, qui l'a fait débuter dans Caravaggio, qui l'a fait tourner dans tous ses films et qui aujourd'hui est encore celle qui gère l'œuvre de Jarman, permet que cette œuvre soit encore vue à travers le monde, montrée et exposée dans différents lieux. Voilà, ces trois personnes lisent ces différents textes qui font de Blue un film unique. De la même manière que Sébastien est unique, parce que c'est un film fou avec un texte en latin pendant 1h30, Blue est un film unique parce que c'est un geste artistique, un geste militant, un geste intime, comme il n'y en a pas d'équivalent. Voilà, alors j'ai essayé d'être un peu large sur ce que vous pouvez dire de Jarman. Il y aurait plein d'autres trucs à dire. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et que vous aurez envie de voir Sébastien tout de suite après. Je vous remercie.